di un liceo UVESH. Buongiorno a tutti da tutti i luoghi della Corsica. Je vais alterner les langues, hein, donc vous me direz, et puis s'il y a un petit peu d'échange, on pourra faire un petit peu ce qu'on veut. Donc j'ai intitulé cette animation, c'est pas vraiment une conférence, je me suis posé une question et je vais essayer d'y répondre, ou pas, ou mal, parce que c'est jamais évident. Lingua corsa, lingua nazionale. Est-ce que la langue corse est une langue nationale? Surtout dans les représentations qu'on en a, il y a des langues qui ne seraient pas nationales, d'autres qui le seraient. Il y en a des petites, il y en a des grandes. En fait, les langues ne dépendent que de leur locuteur et c'est déjà un point de départ. En fait, ce qui a motivé ce thème-là, c'est une grande lacune historique. En fait, vous allez voir que quand je dis lacune, je fais un petit peu un anachronisme parce qu'on va essayer de l'expliquer et ce sera surtout le sens de cette intervention. Alors, quelle est cette lacune historique? Eh bien, c'est celle-là. Hein. Vous voyez ici Pasquale Paoli, qui se demande mais qu'est-ce qui me dit Jacques Thiers? Mais Jacques Thiers, il parle bien entendu du XXIe siècle ou du XXe quand il a posé la question. On était en 1989, comme vous le voyez au-dessus, dans son ouvrage Papier d'identité. Et Jacques Thiers se pose la question, reproche à Pasquale Paoli, o Pasqua tanto scordo. Quel oubli as-tu fait là, Pasquale Paoli? Alors quel est cet oubli? Qu'est-ce qu'il a oublié, Pasquale Paoli? Pasquale Paoli, de 1755 bien sûr, à 1769, Pontello, il érige la nation de Corse. Il se dote d'une constitution, il se dote d'une université, il se dote d'un hymne national. Donc, tous les ingrédients, il a un peuple, il a un projet, etc. etc. Sauf que, sur le modèle qu'on connaît des nations modernes, il n'y a pas de langue nationale. Mica lingua nazionale per Pasquale Paoli. Per questo la lui su qui, dicendo ma chi dici su tipo lui. Et du coup, nous, quand je dis nous universitaires, nous intellectuels, nous militants, militants culturels, qui depuis plus de 50 ans défendons l'idée d'une reconnaissance, d'une légitimation d'une langue corse, qu'on soit militant politique ou militant culturel, peu importe, on peut être aujourd'hui, la langue corse est largement consensuelle. D'ailleurs, vous avez remarqué, je fais juste cette parenthèse parce qu'on a une période électorale, mais vous avez remarqué que ce n'est pas un grand thème de la période électorale actuelle, tout simplement parce que, ce n'est pas un reproche, tout simplement parce que c'est consensuel aujourd'hui sur le fait de vouloir la développer, en faire la promotion, etc. Sauf que Paoli, la langue corse, d'abord ça s'appelle pas langue corse, la langue corse, il y a des correspondances qui nous montrent que il ne sait pas trop ce que c'est par rapport à l'italien, et résultat des courses, il ne l'érige pas en langue nationale, comme le français est la langue nationale en France, c'est même la seule, à notre grand regret, à l'université, hein, je parle ici pour l'université, comme l'allemand est la langue nationale de l'Allemagne, etc., etc., comme dans la plupart des grands modèles des États-nations aujourd'hui, pas tous, parce qu'il y a des États-nations qui ont plusieurs langues nationales, mais la plupart se dotent d'un critère qu'on appelle la langue nationale et qui fait partie de l'essence même de la nation. Alors, Pasquale Paoli, a nazione corsa, que nous revendiquons, à laquelle nous faisons souvent référence, tanto scordo, fait dire à Jacques Thiers. Alors, en fait, quand je vous présente ça, et Jacques Thiers aussi l'était à l'époque, il se fait un peu provocateur, parce qu'il sait très bien, lui aussi, en grand sociolinguiste qu'il est, que la remarque n'a pas de sens. Pourquoi elle n'a pas de sens? Parce qu'on est dans l'anachronisme. Tout simplement parce qu'à l'époque, eh bien, regardez déjà ce qui est écrit dans le site de la collectivité territoriale de Corse quand il présente la langue. Le corse et le toscan sont considérés au XVIIIe comme deux variétés d'une même langue. La répartition des usages n'est pas contestée, nulle revendication d'un éventuel rééquilibrage. À tel point que durant la courte indépendance de la Corse, vous avez les dates rappelées ici, la langue employée par l'administration de Paoli, c'est le toscan. Et je vais même aller plus loin, parce que si on regarde un petit peu les études, l'université qui s'ouvre durant 5 ans
dans Corté, pas loin de la Scouliche, là-haut, on n'est pas ici encore en termes de site, on est un peu plus haut dans la ville. Quand l'université s'ouvre, en 65, elle aura 5 petites années, 64-65, elle aura 5 petites années d'existence. Cette université, sa langue principale, ça n'est même pas le toscan. Sa langue principale, c'est le latin. C'est une université qui est aussi théologique. C'est la langue des sciences et des études à l'époque, c'était encore et surtout le latin. Donc vous voyez que la problématique des langues et des langues nationales ici ne se posait pas, et on n'est pas encore en France non plus. Le français, qui a déjà son académie, Richelieu est passé par là en France, et des universités qui sont déjà en langue française, mais pas tellement, pas tant que ça. Hein. Le latin est très prégnant aussi, même sur le continent français. On est toujours sous un régime monarchique en France, mais la Corse n'est pas encore annexée. Et de toute façon, la langue des études sur les matières les plus modernes, c'est le toscan. La langue littéraire, c'est la langue de Dante, c'est le toscan, qui n'est pas encore l'italien non plus. L'Italie ne se réunifiera qu'au milieu du 19e siècle, en 1860 exactement. Donc vous voyez que les États-nations, les grands États-nations d'Europe ne sont pas encore nés. La Corse est une des premières à s'être dotée d'une constitution, sauf que dans ce modèle-là, eh bien, le problème de la langue ne se pose pas. On a comme langue des études ou de la religion les langues qui sont en usage et qui ont atteint des hauts niveaux d'équipement, et surtout les langues qui ont eu accès à l'écrit. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne parle pas le corse en Corse? Pas du tout. Sans doute que Pascal Paoli, à Merusaglia, son village originaire et où il grandit jusqu'à 14 ans, sans doute que à Trapaisani, Tradientegula, parlera corse. Mais il n'empêche que quand il écrit, quand il étudie, quand il s'éduque à la connaissance et à la littérature, il passe par diverses langues qui en général sont plutôt le latin, l'italien, enfin l'italien, le toscan de l'époque, et pour Paoli, un petit peu de français. Donc, ne nous affolons pas, hein, ça n'est pas grave, et partons du principe que de toute façon, on peut être aussi une nation politique, vous verrez aussi que dans les définitions, ça peut changer un petit peu, on peut être aussi, sans ce modèle-là, et ce sera aussi l'objet de ma conclusion, une langue, un territoire, une nation, c'est pas un modèle totalement obligatoire, et on verra que pour la Corse, c'est peut-être pas ce modèle-là qui est souhaité. Alors, on va quand même spéculer un petit peu sur ce qui s'est passé après, et essayer d'avoir une idée un peu plus claire de ce qu'est une nation, parce que là, il y a des tas de choses qui viennent s'entrechoquer. Est-ce qu'une nation, c'est un État? Est-ce que c'est un pays? Qu'est-ce que c'est un pays, une nation, etc. Tout ça est pas très clair. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on ne va faire qu'affleurer ces concepts-là, parce que c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Bon, alors, j'ai pris cette diapo qui est peut-être la plus technique, la plus universitaire, mais elle va nous poser quand même quelques jalons, et on va essayer de la commenter un petit peu. Je la lis avec vous. Il n'y avait pas au moment de la Constitution, dans la nation des citoyens, d'unité linguistique qui aurait pu servir de fondement à l'identité. Donc, au départ, la nation française, alors la nation française, c'est celle qui arrive à l'issue de 1789, celle de la Révolution, qui, tout au long du XIXe siècle, n'aura de cesse de réfléchir à ce qu'elle est et à ce qu'elle se dote. Alors, cette diapositive, qui est une diapositive d'un universitaire, une référence en dessous, mais peu importe, c'est seulement après que la nation ait été instituée, en 1794, qu'on proclame, bien entendu, on a besoin de l'unification linguistique. Mais l'unité linguistique n'est pas, pour les révolutionnaires, a priori, une source d'identité. C'est-à-dire que la nation, quand elle se fonde en France, elle n'est pas, au départ, elle n'est pas ethnique. C'est pas une nation qui reconnaît un groupe humain homogène, c'est-à-dire on parle tous la même langue, ou on parle tous le même patois ou le même dialecte, on a tous les mêmes us, coutumes, la même cuisine. Non, de toute façon, c'est pas possible. Parce que la France, à l'époque, au moment de la Révolution, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque de culture, c'est une mosaïque de langue.
C'est une mosaïque de langues. Il y a les Corses qui parlent corse ou qui étudient en italien ou autre. Les Occitans qui sont soit en provençal, soit en gascon, des variétés qui sont issues de vieilles cultures qui se sont installées après ce qu'on appelle la déstandardisation du latin. Ok, barbarisme, ça, la déstandardisation. Après que le latin se soit émietté en plusieurs langues, dont la matrice est le latin. Et c'est comme ça qu'on a tous un petit peu, en matière de langue dans cette partie de l'Europe, on a tous un petit peu la même mère linguistique qu'est le latin. Le corse est issu du latin, le français est issu du latin, l'occitan est issu du latin, l'italien est issu du latin, l'espagnol est issu du latin, etc., etc., etc. Donc, le problème de la nation française qui s'installe à ce moment-là, ça n'est pas de reconnaître une nation précédente et qui est homogène, tous qui parlent tous la même langue, c'est pas le même groupe. Mais le problème de cette nation-là, c'est de donner à ce groupe le commun dont elle a besoin. Le gouvernement central parisien a besoin qu'on comprenne ses lois, qu'on comprenne ses préceptes politiques, qu'on comprenne finalement se doter d'un commun. Voilà pourquoi cette nation française-là n'est pas dans l'identité nationale au départ, mais, ça le dit bien, si la langue est devenue un élément de l'identité nationale, ce fut une conséquence et non pas le fondement de l'appartenance à la nation. Donc, le but, c'est de donner une langue commune, et non pas de fonder une nouvelle ethnie nationale. C'est bien ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que ça nous donne à réfléchir aujourd'hui sur ce rapport que peut avoir l'État français par rapport à sa diversité linguistique. Par exemple, l'État français aujourd'hui, je ne le dis pas pour faire de la politique, je le dis en toute objectivité d'universitaire, l'État français ne signe pas, ne ratifie pas, pardon, la nuance est de taille, ne ratifie pas la charte européenne des langues d'Europe. Et ça, c'est pas très sympa par rapport au fait qu'au départ, son but n'est pas d'éliminer les langues et dialectes qui préexistent à la nation française, mais son but est bien de donner une langue commune à tous. Et on peut dire qu'aujourd'hui, j'en suis une preuve vivante et vous aussi, aujourd'hui, le pari et le défi, qui a une certaine noblesse dans son esprit, est atteint, réussi. Le territoire français a des citoyens qui ont une langue commune, qui la pratiquent plus ou bien, plus ou moins correctement. Bien entendu, l'école est là pour l'affiner, mais ce commun est un objectif qui a été atteint. Alors c'est pour ça que cette phrase « ce fut une conséquence et non pas le fondement de l'appartenance à la nation » est une phrase qui, dans l'esprit de l'érection de la nation française, en dit beaucoup et qui nous donne beaucoup à réfléchir. Alors, pourquoi c'est important? Parce que les modèles nationaux au XIXe siècle ne sont pas tous les mêmes. Hein. Et là, j'ai fait un petit récapitulatif très très rapide. Hein. Bon, je vous accorde, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je vous ai mis cette diapo ici. Alors, c'est un grand linguiste qui se pose la question que j'ai donnée en haut. La langue nation précède-t-elle l'État-nation ou l'État crée-t-il la langue et la nation? Vous pouvez répéter, je répète. La langue nation précède-t-elle? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une langue avant la nation qui donne un État-nation, ou alors l'État fonde-t-il la langue et la nation en même temps? C'est un petit peu dans la deuxième partie qu'on trouve la réponse. Mais à l'époque, au XIXe siècle, il y a des grands philosophes, intellectuels qui ont réfléchi à la question et qui posent quand même deux grands modèles qui vont se faire la guerre. Hein. Le modèle allemand et le modèle français. Il y aura d'abord la guerre de Prusse, il y aura ensuite la guerre de 14-18, et on va arriver au XXe siècle, enfin on va arriver au XXe siècle, on va continuer au XXe siècle avec la guerre de 39-40. 39-43 pour la Corse, 39-40 pour la logique générale. Alors, ces deux conceptions vont s'opposer, c'est pas ça qui va être la cause de la guerre, mais quand même, vous voyez que pour la France, comme je vous l'ai expliqué, l'unité politique donne naissance à la nation qui se sert de la langue comme outil d'unification. C'est-à-dire que la langue vient après dans le projet politique. Pour l'Allemagne, c'est différent. C'est-à-dire que l'Allemagne postule, elle,
fait l'hypothèse, enfin une hypothèse plus qu'une hypothèse, pose le fait qu'il y a un Volk, Volk, qui a donné le mot Volkswagen, la voiture du peuple, un Volk, un peuple, c'est-à-dire le mot Volk recouvre ici trois grandes notions, le peuple, l'ethnie, la nation. Le peuple, un ensemble de personnes qui se reconnaissent dans la même culture, pour aller vite, l'ethnie pour les us, coutumes, etc. Et puis la nation qui a aussi ses fondements depuis le Moyen-Âge. Mais pour l'Allemagne, il y a quelque chose qui s'est unifié avant, presque un peu comme l'Italie qui a, comment dirais-je, étendu sa langue à partir d'une grande littérature et qui ensuite a fondé la nation. Donc le modèle allemand, c'est de dire, nous sommes un groupe qui partageons les mêmes valeurs, la même langue, la même littérature, etc., etc. Et du coup, à partir de ça, je décrète, je fonde une nation. La France, c'est un autre type de projet. Voilà, donc les deux grands modèles, c'est un peu plus compliqué que ça, je vous l'accorde, mais bon, on ne va pas non plus rentrer et se faire un grand discours universitaire là-dessus. De toute façon, ça nous barberait. L'essentiel, c'est de se poser un petit peu les questions et voir un petit peu comment tout ça peut respecter aussi une démocratie, une diversité, etc. C'est ce qui nous intéresse. Donc, la langue et la nation et la langue, j'ai mis un petit peu la problématique dans ce proverbe corse. Dallo ayadina quale che giunto primo. Qui est giunto primo, c'est le problème de l'œuf et de la poule, la nation et la langue, et c'est un peu le problème de l'œuf et de la poule aussi. Alors, du coup, si je prends ces deux acceptions-là, ben, finalement, si la nation est un groupe qui peut précéder l'avènement d'un État, donc il peut y avoir des nations sans État. Oui, il peut y avoir des nations sans État. D'ailleurs, le terme est consacré. Il y avait un regroupement en Europe aussi qui consacrait un petit peu ces nations sans État. Alors, c'est quoi une nation finalement? Est-ce que c'est nécessairement quelque chose de politique, d'ethnique? Bon, vous voyez que c'est vraiment très très difficile de le dire. Alors, on peut partir ici peut-être du bas de la diapo et se demander finalement au départ, ça vient de quoi le mot nation? Nasce, nati, natio, natio. Le T qui devient tse, qui vient de naître, nash en corse, naître, la naissance, l'ensemble d'individus qui sont nés dans le même temps, dans le même lieu. Bon, ça ne suffit pas comme définition, mais pour vous dire comment le terme se crée, ça peut nous intéresser. Alors, après, on peut aller dans le Larousse et regarder un petit peu ce que dit le dictionnaire. Bon, j'ai pris le Larousse par faire de la pub, ça pourrait être le Robert ou autre chose. Mais en général, on retrouve un petit peu cet ensemble, ce groupe d'êtres humains qui vivent dans un même lieu, territoire, qui ont une communauté d'origine, plus ou moins aussi, la définition n'est pas satisfaisante, le dictionnaire, c'est pas l'évangile, et encore. Communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue. Parfois de langue. Pas toujours. Vous voyez que la langue nationale, là encore. Et constituant une communauté politique. Mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le dictionnaire, ce n'est pas toujours le cas. Les nations au Moyen-Âge ne constituaient pas nécessairement, dans les universités aussi, on parlait de nations dans les universités du Moyen-Âge, en fonction des groupes humains qui constituaient l'université. Entité abstraite, collective et indivisible, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté. Là aussi, la définition est assez contestable. Finalement, celle de Wikipédia, elle est simple et ça peut nous donner aussi une idée assez précise, je dirais, enfin une idée assez spéculative de ce que peut être une nation selon le sens longtemps. Le sens moderne de nation est assez proche de celui de peuple, c'est-à-dire un groupe d'humains qui partagent des choses en matière de culture, mais ajoute souvent l'idée d'État, souhaité, autonome ou indépendant. Donc vous voyez que... Alors, ce qu'on voit bien, c'est que l'État est un ensemble de lois, de règles et une territorialisation géographique, mais que la nation, ça a une valence un peu plus culturelle qui nous amène à des fondements ou à des projets. Alors, essayons d'avancer un petit peu et
regardons ici, vous voyez que j'ai pris ce dessin pour vous montrer qu'on peut avoir une idée de la nation qui remonte très très loin dans le temps, jusqu'aux tribus, et au moindre groupe humain, ça peut constituer quelque chose qui est lié au fait de naître quelque part ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? A Corsica è una nazione con una lingua. Bah, nazioni, festa di nazioni oggi, donc je pense qu'on s'accorde tous à reconnaître qu'il y a un État ou pas, qu'il y a un gouvernement ou pas, c'est pas tellement la question aujourd'hui. Mais la nation culturelle, ce fait de partager des valeurs, une langue, une histoire, etc., ça marche. Et pour Avestigiem ou Odi, je ne suis pas venu vous dire ici, on fête la nation à Corté et il n'y a pas de nation corse. Donc, je ne vais pas le dire. Après, je n'y mets pas une connotation politique énorme, chacun fera son chemin ici. Ma Corsica nazione con una lingua, mi pare d'ici. Mais en même temps, j'aimerais insister aussi dans cette animation sur le fait que tout ça relève aussi d'un discours, d'un projet, d'une construction. Et finalement, de quelque chose qu'à un moment donné, on déclare comme tel, parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a un projet sur un territoire, et parce qu'on a décidé qu'on partageait des choses ensemble, même dans une certaine diversité. Donc, attention, la langue n'est pas naturelle. Jamais, 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 jamais. La langue n'est pas... Des fois, on dit, oh, quoi, un corso naturale. Domenico Antonio Geronimi, dans Ricci, il y a quelques années, disait « naturali sono i ronchi ». C'est-à-dire que ce qui est naturel, c'est le brément de l'âne, pas la langue. Donc quoi? En natura qui un cianuda di veda. Tout ça relève d'une construction humaine. Donc, cette langue, ce corse, ce français, toutes les langues, le latin y compris, a été l'objet d'un patrimoine qui a été construit. Rien n'est naturel là-dedans. Ce qui est naturel, c'est notre capacité, vous verrez que ce sera un peu la conclusion, notre capacité à parler. Mais parler quoi? On peut parler. Mais parler quoi? Ça, c'est une construction culturelle. On peut parler corse, arabe, kabyle, français, d'après le lieu où on est, qu'on soit noir, qu'on soit d'origine américaine, qu'on soit d'origine de ci ou de là, où que l'on soit, c'est l'éducation qui fera la langue. Donc quoi? Paoli, on ne peut pas crucifier, on dit pour fila, et pour aller, puis au corse, si confond des goûts, là, on oublie. Alors, cette langue, je vois si je ne suis pas trop en retard, comment finalement cette langue corse, puisque Paoli n'en parle pas et n'en fait pas une langue nationale, je vais même être un peu iconoclaste, Paoli, dans certaines correspondances, le corse n'a même pas de nom au XVIIIe siècle. Quand les révolutionnaires français parlent d'éradiquer les patois et les dialectes, ils parlent de l'italien de Corse. Personne, tout en la parlant, est capable de nommer a lingua corse. Ça n'existe pas. On ne peut pas la nommer comme ça. La langue, on la parle, mais elle n'a pas de nom, on ne l'identifie pas. On croit qu'on parle un dialecte de l'italien. Et Paoli aussi. D'ailleurs, dans une de ses correspondances, on lui demande ici comment Sardaigne, il y a quelque chose en Corse qui est différent de l'italien et qui se parle. Lui dit non, non, pas du tout, c'est pas du tout la même situation qu'en Sardaigne. En Sardaigne, dans l'intérieur, ils ont un dialecte très marqué, très différent de l'italien, qui est très un petit peu matiné d'espagnol comme ça, qui est quand même très très différent. Et en Corse, il dit non, non, ça n'existe pas. Donc vous voyez que ça peut aller assez loin dans cette idée d'identité par la langue. Hein. Alors, pourtant, aujourd'hui on parle de langue corse, pourtant on en est bien arrivé là, et la langue corse est un élément du patrimoine et de la nation que l'on reconnaît comme tel aujourd'hui au niveau de la Corse. Je vais rester simple, je ne vais pas aller chercher les communautés, pas les communautés. Alors, je me suis appuyé ici sur des universitaires. Talamone ici, ce n'est pas le politique qui m'intéresse, je n'en fais pas dans cette enceinte et en cette période, mais le collègue spécialiste de littérature corse. Alors, par exemple, il évoque, je parle au niveau du 19e siècle, on a passé Paoli, on est au 19e siècle. 1870, ici d'un certain Boutafogo, la Corse était une nation indépendante et libre avec un gouvernement issu de la volonté nationale, des institutions en rapport avec les besoins, les aspirations, le caractère, les mœurs de ses habitants, une magistrature intègre et énergique, des lois sages. Lingua, mica. 1870, on est presque à la fin du 19e siècle. Santo Casanova, 1901, celui qui fonde même la langue corse comme langue du journalisme à la fin, en 1893, à la fin du siècle XIX. Il dit
quand il a écrit, entre autres, à Tramontane, qui est le journal bilingue de l'époque, est un journal corse et populaire, par conséquent, il doit être entièrement écrit dans le dialecte, pas de langue, dans le dialecte que parlaient nos valeureux ancêtres. Un dialecte, c'est pas une langue, un dialecte, c'est même connoté péjoratif. Un dialecte, à l'époque, c'est une sous-langue, ou alors c'est un élément d'une autre langue. Ah, si vous voulez. Et enfin, même, au début même, j'aurais dû commencer par ça, pardon, Francesco Taviani Renucci, début du XIXe siècle, en italien cette fois, la dignità literaria si poteva ottenere per l'est... Non, ça c'est Thiers qui parle, j'étais en train de le lire en italien. La dignità literaria si poteva ottenere per l'estro corso, ma si tratta di lingua corsa, che ferma, d'après Renucci, dialetto vernacolo, c'est-à-dire un dialecte vernaculaire. Vernaculaire, ça veut dire qui vient du berceau, ce que parlaient les Corses, etc., etc. Non, oui, dialetto vernacolo, mica lingua vernacolare. La langue vernaculaire n'existe pas. Donc, on est tout au long du 19e siècle, jusqu'aux années 1900, tout au long du 19e siècle, nous n'avons pas cette idée de... On garde la vieille idée de la nation, mais on n'a pas encore cette idée de langue nationale, et on n'a pas encore de déclaration réellement politique autour de la langue. Ça va venir. Mais il faut attendre quand même le XXe siècle. Alors, auparavant, quand même une petite parenthèse, est-ce qu'il faut se dire que la langue n'est pas là? Oui, elle est là depuis pratiquement le Moyen-Âge. Regardez, ça, c'est une épigraphe que l'on trouve sur une vieille chapelle à Perfugas. Perfugas, c'est dans l'Anglone en Sardaigne. Et là, on voit que la langue corse, là-bas, a débordé l'île et a installé des Corses dans la Galloure, et qu'elle a donné en 1450. On a une présence, c'est du gallourais, mais le gallourais n'est pas du sarde, et le gallourais n'est pas de l'italien, et le gallourais n'est pas du latin. Le gallourais, c'est quoi? Le gallourais, c'est un dialecte ou une variante de la langue corse, parce qu'il y a beaucoup de bergers corses, de gens qui se sont installés dans le nord de la Sardaigne, parce qu'il n'y a que les bouches de Bonifacio à traverser, Basta Franca, dei chilometri, et i corsi si trovano in Sardegna, dove migrato. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue corse, elle est mobile avec ses locuteurs jusqu'en Sardaigne, et que là, on a une trace par épigraphe. Inutile de vous dire qu'en 1450, on n'a pas de magnétophone et on n'a pas de disque dur pour enregistrer. Donc, les seuls éléments qui peuvent nous permettre de dire que la langue existe, c'est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? Opera e malu e fora l'erinita. On voit le ou du corse, bon, qui est du gallourais, d'accord, mais on a un certain nombre d'éléments que les linguistes peuvent reconnaître comme une variante de corse 1450. Donc, il n'y a pas de souci, on est bien là en tant que langue sur la Corse, et on a même franchi la frontière pour aller s'installer jusqu'en Galloure. Alors, revenons au fil de l'histoire. Je regarde la montre, on va y arriver. Je remonte au fil de l'histoire et je vois que quand même, une des grandes revues de la littérature corse va se donner une déclaration politique en 1914. Alors, cette revue, elle sort si je ne m'abuse, en mars 1914. La guerre éclatera en août 1914 et il n'y aura qu'un seul numéro de Agistre. Donc, cette revue littéraire, Agistre, faite par deux instituteurs de la République française, s'il vous plaît, ces deux instituteurs de la République française, Saverio Paoli et Giacomo Santuversini, que vous voyez nommés en haut, vont avoir une déclaration, et cette déclaration, on voit, je vous donne aussi dans la littérature, qu'elle aura une dimension linguistique, politique et littéraire. Alors, quelle est cette déclaration? A Corsica, un'emica un dipartimento francese e una nazione vinta chi ha da rinascere. Déclaration politique s'il en est. Hein. Et en même temps, cette déclaration politique s'appuie sur une défense de la langue corse à travers la littérature. Et là, c'est parti. C'est parti pour plus d'un siècle, c'est-à-dire qu'on rentre dans un processus qui, de façon épisodique, un colpusi, un colpuno, da più a meno, più avanzati e rinculi, quand même, là, tout le long du XXe siècle, et y compris au XXIe siècle, nous n'aurons de cesse en Corse que de revendiquer
la reconnaissance, la légitimation, la promotion de notre langue. Ce qui ne veut pas dire que ça se fait à l'exclusion de la langue française, ou alors par mise à distance de la langue italienne. C'est beaucoup plus compliqué que ça dépend, il y a des éléments plus italophiles ou non. Alors, je vous passe toute l'histoire de cette revendication, de cette littérature, mais à ce moment-là, le corse s'écrit, se dote d'une graphie autonome de l'italien, et petit à petit va devenir une langue que l'on déclarera ainsi. Alors quand on va déclarer cette langue? Parce que même je le dis en haut, hein, même dans les années 20, au moment où on fait cette revendication, il n'y a pas non plus le mot langue corse qui apparaît très très nettement. Hein. Il y a quand même une hésitation entre deux guerres. Il va falloir attendre quand même 1971, où Intricciate et Cambiarini, pour avoir, un peu avant même, dans votre traité politique, et la revendication de l'université aussi, se mêlera aussi à la revendication linguistique. Mais deux auteurs, Marchetti et Geronimi, vont, pour la langue corse, en réformant son orthographe en 71, dire « nous déclarons langue corse ». Et là, on a le mot de langue, pas dialecte, pas patois, tout ça est connoté, langue corse. Langue corse, l'ensemble des parlers de l'île. Donc il y a une reconnaissance d'une unité, on se comprend tous, mais il y a aussi la reconnaissance d'une diversité, ou Zutanach, ou Zupranach, ou Livianese, ou Balanine, ou Bastiac, etc. C'est là que, et puis, vous voyez, là ce sont des ouvrages universitaires, la langue corse dans le système éducatif, la langue corse en tant que système linguistique, il n'y a plus de soucis. Le politique va-t-il suivre? Oui, et je vais arriver à la fin. Le politique va suivre, puisque que ce soit en termes de nation, c'est-à-dire de peuple, ou que ce soit en termes de langue, on va arriver quand même à un vote que l'on peut qualifier d'historique. Il y en a eu d'autres par la suite, mais celui-là, on peut le qualifier d'historique. L'Assemblée de Corse est née suite aux lois de décentralisation en 81, les lois de fer, et petit à petit, l'Assemblée de Corse va s'emparer de la question linguistique et culturelle, et même la question du peuple, de la nation, de la reconnaissance de ce peuple. Peuple et nation, on a vu que c'était quand même des notions très très proches. Donc, je vous ai mis un petit florilège là de la délibération. 13 octobre 88 affirme l'existence d'une communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d'origine et les Corses d'adoption, le peuple corse. À partir de là, les ingrédients de la nation y sont. Est-ce que la langue fait partie du peuple corse? Oui, puisque dans la délibération, on voit que l'enseignement de la langue corse, il n'y a plus d'ambiguïté, c'est bien une langue nationale. Bon, est-ce vraiment le problème? Mais en tout cas, peuple, langue, là, on a quand même un ensemble de choses qui font que on a bien avancé. Alors, dernière diapositive. Autre vote très très important. J'ai pris un extrait de l'ouvrage de notre collègue Romain Colonne, ici, qui décline un petit peu les arguments pour une co-officialité. Autre vote de l'Assemblée de Corse, là aussi, tout récemment, à coup ufficialita, c'est-à-dire que non seulement il y a un peuple, la langue corse, plus personne ne la conteste, mais la revendication nouvelle aujourd'hui, qui n'est pas encore honorée, l'université accompagne cette idée de co-officialité dans sa gouvernance, dans sa politique d'enseignement et de développement. Cette co-officialité affirme le caractère national en termes de groupe pour Sono Livianese di Signore. Buona strada, vous n'avez pas manqué grand-chose, je suis à la fin. Il y a de la neige, il paraît, dans dei buchi e una longa strada. Vi ringraziamo dei aiuti. A bene. A bene. Donc, je conclue là-dessus, à peu près. Que dit Romain Colonne? Parla è naturale, parla tauta le lingue, n'est mica naturale, parce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en même temps, la co-officialité est un projet, est une construction. Co-officialité veut dire qu'il y a deux langues. Alors, langue corse, langue nationale, ce sera mon dernier mot, j'en terminerai là. La conclusion, c'est quoi?
il y a des modèles qui peut-être ne nous intéressent pas aujourd'hui ou plus. C'est-à-dire ce modèle, même si elle précède la nation ou qu'elle soit une conséquence de la nation, le modèle une langue, un territoire, une nation, c'est-à-dire cette idée monolithique de la nation, à un territoire politique, on attribue une seule langue du commun avec un seul gouvernement, tout ça aujourd'hui en Corse, à mon sens, n'est pas pertinent. D'où l'idée de co-officialité. Donc, 6 nations corse il y a, et le vote de 88 tend à le reconnaître, et cette fête aujourd'hui nous amène sur un consensus de nations, nations culturelles, groupe humain qui se reconnaît dans un ensemble de valeurs, dans une histoire, etc. etc. 6 nations il y a, et bien de toute façon, de façon vernaculaire, c'est-à-dire au berceau, il y a une langue historique qui s'est développée, qui s'est construite, qui s'est reconnue, la langue corse, mais il y a d'autres langues dans les strates de l'histoire de la Corse. Il y a le latin, on retrouve des textes au Moyen-Âge, il y a l'italien et le toscan ensuite, et bien entendu, dans la strate contemporaine, il y a le français. Donc, cette histoire de langue aujourd'hui monolithique, je ne pense pas que demain, s'il y a nation corse avec un État politique indépendant, par exemple, eh bien, cet État décréterait un monolinguisme uniquement en langue corse. À mon sens, ce serait une erreur. Mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Donc, cette histoire de langue nationale nous amène aussi à réfléchir sur combien de langues, quelle diversité pour un territoire politique donné, et dans un territoire qui fait nation aujourd'hui dans sa reconnaissance historique et culturelle, et donc tout ça nous amène à réfléchir sur les modèles que nous voulons développer, mais il me semble que celui que nous serons amenés à développer est plutôt dans la diversité que dans le monolithisme. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon, j'espère que ça vous a parlé. Le but n'était pas de vous asséner une vérité, mais de nous amener à réfléchir sur ces problématiques difficiles entre langue nationale, nation, politique, etc. Merci beaucoup. Il est 15 h, je ne sais pas si on a le temps de 2-3 réactions, ou si vous avez des questions. Tout va bien? Oui. Bon. Allora, buona festa di Nazione a tutti e a tutti che pensate, meglio lontano.